Eh bien, bonjour, je vous remercie de nous rejoindre sur ce webinaire sur l'impression 3D, les tendances d'emploi, les métiers émergents euh, de, donc de la fabrication additive. Je vais essayer de faire tenir ce webinaire en une petite vingtaine de minutes. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Yannick Omnes, je suis intervenant et référent fabrication additive chez F3DF. Je suis également cofondateur de Biels. C'est une entreprise de solutions informatiques, d'une solution informatique autour de la fabrication additive pour les industriels. Donc en tant que tel, je propose aussi des emplois dans le monde de la fabrication additive. Euh, et donc, je vous parlerai de Biels un petit peu plus tard dans les slides parce qu'il y a vraiment de la pertinence qui est un certain déroulement. Je vais commencer par vous parler de vous en tant que personne ayant un emploi. Donc, il faut savoir que 80% des emplois de 2040 n'existent pas encore, et donc fatalement les emplois de fabrication additive ne vont pas non plus être écartés de cette statistique. Donc ça veut dire que les activités vont être impactées positivement par ça. Euh, il y a sûrement des métiers qui n'existeront plus, euh, peut-être le vôtre, ou qui sera au contraire un must-to-have. Euh, donc, euh, donc là, je dirais, c'est l'avenir qui va nous le dire. Alors, quand on parle de la fabrication additive, on va reprendre un petit peu d'historique. On va parler déjà d'avant-hier. Donc, avant-hier, la fabrication additive, ça n'existait pas. Donc, il n'y avait rien. Il y avait rien. Et puis, il y a des personnes qui sont arrivées là-dedans un petit peu par hasard, un petit peu comme mon cas. Enfin, par hasard, pas tant, mais voilà. Donc, ces personnes-là, je dirais, étaient dans le monde de la fabrication additive. Ils se sont formés sur le tas. Donc c'était une formation, on va dire, sur le tas. Et globalement, si on passe à hier, c'était des emplois de niche. Ça représentait des emplois de niche où, on va dire, la fabrication additive, ça causait à personne. C'est-à-dire que quand on était spécialiste de la fabrication additive, bah, c'est super, mais franchement, y avait aucun débouché possible sur ce domaine d'activité, sauf retrouver le même poste à un autre endroit. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un profil qui est convoité, que quand on pose des CV, qu'on a une formation de fabrication additive ou qu'on a un cursus de fabrication additive, on est très très intéressant pour les entreprises. C'est rendu Bourget, c'était il y a 15 jours. Là-bas, vous êtes dans la FA et vous déposez des CV. C'est clair que dans la semaine qui suit, on vous recontacte pour connaître vos conditions de qu'est-ce que vous cherchez et puis vos conditions pour rentrer dans l'entreprise. Donc, on est passé il y a 20 ans en arrière d'un profil qui n'existait pas, 10 ans en arrière où on était en emploi de niche, c'était compliqué de changer de job. À l'heure actuelle, quand on est expert en fabrication additive, puisque du coup ceux qui ont 10 ans d'ancienneté, on peut les considérer comme des experts, pour eux, ils peuvent aller à peu près où ils veulent. Euh, si vous êtes une personne qui fait de la CFAO et que vous avez piloté aussi des machines à commande numérique, donc vous êtes vraiment issu de l'atelier, puis derrière vous avez la chance de piloter des machines métal, vous avez un cursus qui est aussi intéressant que si vous étiez un ingénieur et vous pouvez faire du conseil dans des gros groupes, dans les bureaux d'études. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir par rapport à ça, qui est vraiment intéressant. On va parler un petit peu de la répartition des emplois. Donc la répartition des emplois en fabrication additive, ça se passe comment? On a
on va dire 30% en conception et en conception, 20% en R&D. Ensuite, conduite, c'est de la conduite de machine, on est à peu près à 20%. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment sur les moyens de production, de fabrication additive. Il y a un profil qui est vraiment de plus en plus important, c'est les commerciaux autour de l'AFA, parce que clairement l'écosystème grossit. Donc, comme il grossit, bah, il faut vendre. Donc le profil commercial est en train de prendre de l'ampleur. Et puis à côté de ça, il y a d'autres profils qui sont en train d'arriver. C'est tout ce qui est les logiciels, les matériaux, le montage des machines, les Fab Labs. Donc ça, c'est tout ce qu'on va dire, c'est les 5% des autres emplois qu'on peut avoir sur la fabrication additive. Si on part sur la conception et la R&D, donc là clairement, de ce que je vois des emplois, c'est plutôt des ingénieurs qui sont spotés par le marché. Ingénieurs en mécanique, en plasturgie ou en matériaux, et puis derrière qui soit ils ont pu suivre des formations de fabrication additive, auquel cas ça a rajouté une brique à leurs compétences, ou sinon ils ont appris sur le tas. Et donc là, je dirais, c'est la porte d'entrée royale, apprendre sur le tas et devenir ce qu'on appelle les black belts, donc les ceintures noires de la fabrication additive. Je dirais que là, c'est la voie royale. Si vous êtes ingénieur, vous avez pu travailler pendant plusieurs années sur une machine métal, c'est clair qu'à l'heure actuelle, sur des centres de production qui sont en construction du côté de Bordeaux, si vous aimez bien ce coin-là de la France, bah, c'est clair qu'en 2021, vous avez un job, vous pouvez tout de suite envoyer votre CV. C'est clair que vous avez de très très grandes chances de pouvoir travailler dans cette région de la France. Donc la conception orientée fabrication additive, ça consiste à faire de la modélisation pour la machine et pour le matériau donné. Parce que clairement, quand on conçoit pour de l'AFA, c'est un petit peu comme quand on conçoit pour de la fonderie ou de l'usinage. On conçoit vraiment différemment pour ces types de technologies par rapport à d'autres types de technologies. Ce qui peut s'en rapprocher le plus, quelque part, ce serait la plasturgie. Sachant que c'est de la plasturgie, mais avec une baguette magique, puisqu'on peut faire vraiment des formes qu'on est incapable de faire en plasturgie. Quand je parle de R&D, la R&D, c'est quoi? C'est la caractérisation des paramètres, c'est de faire de l'AFA un moyen de production aussi fiable que les autres. Je dirais dans ce point-là, je dirais la R&D, ce qui est en pointe, c'est l'aéro, où il y a une forte demande de pouvoir passer d'un TRL 3.4 à un TRL 7.8 par rapport à la fabrication additive, et le marché de l'AFA est clairement tiré par les constructeurs aéronautiques qui investissent parce que en FA on peut faire des pièces qui sont beaucoup plus légères. Et donc là, si vous avez une expérience, si vous avez une expérience de la fabrication additive et qu'en plus vous avez une expérience sur les matériaux ou sur la conception, là c'est pareil, l'aéronautique peut vous ouvrir ses portes très largement. C'est vraiment un des secteurs qui à l'heure actuelle est le plus en demande sur la fabrication additive. Alors quand je dis le plus en demande, faut pas croire qu'il y a des milliers de postes qui se créent tous les ans, hein. En France, il y a une étude là qui est parue il y a peu de temps. On est un petit peu autour de 17 000 emplois en France autour de la fabrication additive, sachant que sur les 17 000 emplois, il y en a aussi beaucoup qui sont dans le commercial, il n'y a pas que la R&D, hein, loin de là. Voire même sur cette répartition, je dirais, oui, 5 000 personnes sur la R&D, c'est pas, enfin, sur la conception de la R&D, c'est probable. Sur l'aéro, par contre, on est à un pourcentage beaucoup plus faible. Ce qu'on peut voir par rapport à l'AFA, comme je disais, à partir du moment où jusqu'à maintenant il n'y avait pas tellement de formation, c'est un ascenseur social. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir, c'est l'expérience, ça compte plus que les diplômes. À tel point que quand on voit des annonces sur l'AFA, souvent on demande à des ingénieurs
des ingénieurs juniors d'avoir 10 ans d'expérience en fabrication additive. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. Là dernièrement, j'ai vu des annonces par rapport, enfin, on m'a parlé d'un recrutement euh, où clairement on est les attentes des personnes qui recrutent par rapport à ce qui est capable d'ouvrir le marché, il y a un gros décalage. Euh, donc ça c'est toujours fait sur les annonces, mais là en l'occurrence sur la fabrication additive, c'était encore plus visible. Euh, En tout cas, si dans votre parcours vous avez l'occasion de pouvoir approcher des machines de fabrication additive, faites-le. Parce que c'est clairement un ascenseur social pour monter sur une branche qui a un avenir. Clairement, c'est pas une bulle, hein. Dans l'industrie, la fabrication additive, c'est clairement un avenir. Et il faut vraiment prendre cet ascenseur parce que ça va vous amener à devenir assez rapidement responsable d'équipe ou chef de groupe. A priori, c'est vraiment l'issue quand vous êtes aujourd'hui dans une entreprise et que vous montez, vous allez vers la fabrication additive. Quand on parle de la conduite de machine, on est à 20%. Ça veut dire c'est quoi? C'est des personnes qui vont être directement sur les moyens de fabrication. Donc là, on a des ingénieurs ou des techniciens qui sont soit qui sont recrutés en interne, soit qui sont recrutés en externe. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est de plus en plus complexe les machines de fabrication additive, donc on a tendance à dire qu'il faut des ingénieurs. Par contre, les logiciels d'assistance sont de plus en plus performants. Moi, j'ai commencé une époque où les supports on les dessinait à la main. À l'heure actuelle, il y a des logiciels qui permettent de faire des supports en automatique qui sont bien plus performants que ce que je pouvais faire moi à la main. Le placement de pièces, avant on le faisait à la main sur des machines 3D et Dieu sait si je passais des heures et des heures à faire ça. Maintenant, on a des logiciels de nesting 3D qui permettent de faire ça en quelques minutes, voire quelques secondes. Il y a clairement une augmentation de l'expertise. Par contre, il y a aussi des logiciels d'assistance. Ce qu'on demande en fait par rapport aux compétences sur la conduite de machine, c'est surtout d'être en capacité de suivre les machines et d'interpréter ce qui se passe dans la machine. Alors interpréter quand ça se passe bien et quand ça se passe mal. Donc clairement, oui, quand on est un ingénieur, on sait mettre en place des plans d'expérience et on sait mettre en place des matrices permettant de voir ce qui peut se passer, de corréler différents facteurs pour faire pour voir comment on peut interpréter tous les incidents qu'il peut y avoir. Donc, mais je dirais, moi je connais des techniciens qui sont parfaitement capables de faire ça, et même des personnes qui sont sans diplôme, qui ont un sens de l'orientation aigu, et, euh, et quelque part, quelqu'un qui est sans diplôme, qui a un sens de l'orientation aigu, pour moi, il a bien plus de performance et de pertinence à être sur un moyen de fabrication additive que quelqu'un qui va être bardé de diplôme et puis qui sera incapable de se remettre en cause par rapport au paramétrage machine qu'il aura pu faire. La partie commerciale de la fab additive, là, ce qu'on peut voir, c'est que on a de plus en plus d'entreprises qui achètent de la fabrication additive ou qui en vendent. Et là, il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des connaissances en FA. Ça veut dire, c'est soit on a déjà une expérience qui est faite, soit on prend des formations sur la fabrication additive. Moi, je connais des entreprises qui ont pallié à ça en faisant déplacer un technicien qui est parfaitement compétent en FA avec un commercial qui s'y connaît un peu moins. Et ce binôme permet effectivement d'avoir de très bons résultats sur ce qu'ils peuvent vendre ou acheter parce que les deux ont la compétence. Mais quelque part, quelqu'un qui est commercial et qui fait des formations de fabrication additive, il est en capacité d'acheter et savoir ce qu'il achète, de décoder des devis et de pouvoir orienter aussi les demandes du bureau d'études. Et puis pour la vente, c'est vrai que c'est bien de connaître aussi tous les autres moyens de FA quand on vend un moyen donné. C'est intéressant de connaître les autres
ne serait-ce que pour pouvoir se positionner. Et enfin, quand je discute avec des gens dans la fabrication additive, il y en a qui effectivement ont, on va dire, ont des connaissances plus approximatives sur les technologies qui ne sont pas celles qui mettent sur le marché. Et puis d'autres emplois, donc j'en ai parlé, c'est tout ce qui est logiciel et matériaux. Donc clairement, il y en a plein à ce niveau-là. Donc il y a tout ce qui est logiciel de pilotage machine, logiciel de sécurité. Il y a de plus en plus de sécurité qui se met en place, sécurité informatique autour de la fabrication additive. Et puis il y a tout ce qui est logiciel d'analyse de résultats. Parce qu'à l'heure actuelle, la fabrication additive, c'est un petit peu particulier puisqu'on fabrique l'objet avec de la matière première qui est, on va dire, non finalisée. C'est pas comme en usinage où on part d'un bloc et puis on va enlever de la matière. Donc le bloc, s'il est sain, tout va bien. En fabrication additive, on va partir d'un liquide ou d'une poudre pour faire de la FA et clairement tout le process de production de la pièce est aussi le process de production de la matière quelque part. Donc c'est un process de transformation de matière en même temps que de réalisation de la pièce. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant dans le principe et c'est vrai que les logiciels d'analyse de résultats sont vraiment très intéressants à l'heure actuelle et il y a de plus en plus d'entreprises qui regardent de ce côté-là. Les grands groupes vont généralement vers du métal pour de la R&D, pour paramétrer des pièces, pour faire de la qualité, pour faire la conception, pour tirer le maximum de la fabrication additive. Des exemples, hein, des grands groupes aéronautiques français ou étrangers qui à l'heure actuelle ont beaucoup de R&D en interne pour faire de la caractérisation de pièces et de machines pour pouvoir en faire un moyen de production à part entière. Les services bureaux, donc les services bureaux, bah, c'est ceux qui sont historiquement détenteurs des machines de fabrication additive. Donc ça, c'est en train de changer puisque de plus en plus d'industriels s'équipent avec des petites bécanes. Donc ça veut dire que les protos vont de moins en moins vers les services bureaux. Donc les services bureaux sont en train de se recentrer sur des machines vraiment de production et un peu moins de prototypage. Donc là, bah, il y a clairement, on a besoin de commerciaux pour vendre des prestations, pour vendre des pièces. Et puis on a besoin aussi de personnes pour mettre devant les machines pour fabriquer des pièces. Donc là, on est en train de passer vraiment d'un monde du prototypage à un monde série, de pièces série, avec une filière qui est à part généralement dans ces entreprises-là. Donc ça veut dire qu'il faut des commerciaux aussi différents, avec des connaissances différentes, toujours basées sur la fabrication additive, bien sûr. Les métiers de demain, ce qu'on peut voir, c'est que avec la CAO générative, les enjeux environnementaux et la FA comme moyen de production, on a de belles pages, je veux dire, devant nous autour des métiers de la fabrication additive. Donc, au même titre qu'on a des cursus de plasturgie et de fonderie, on a des cursus de fabrication additive qui commencent à arriver. À l'heure actuelle, l'éducation nationale commence à réagir suite à un rapport du CESE de 2015. Personnellement, j'interviens auprès de Licence Pro. Il y a l'université de Brest-Bretagne qui propose une formation, un DU Bac plus 3 de 120 heures. F3DF qui propose aussi 120 heures pour faire pour créer des acteurs de la fabrication additive, voilà. Et à l'heure actuelle, des cursus type ingénieur typé fabrication additive, ça n'existe pas vraiment. Ça commence à poindre, mais il y en a pas vraiment qui existent. Et que quand on a une formation de 120 heures, en gros, on a le maxi de la formation qu'on peut trouver en France sur la FA. 120 heures, on peut balayer vraiment pas mal de sujets. L'université de Basse-Bretagne va être plus sur la composante machine. Je dirais c'est plus intéressant pour quelqu'un qui veut développer une machine. On est plus côté constructeur. F3DF, on sera plus dans la conduite de projet et quelqu'un qui sera opérationnel pour fabriquer de la pièce ou fabriquer, en tout cas, ou acheter de la pièce. Je dirais, si on fait une nuance entre les deux, ça va être plutôt ça.
La CAO générative, c'est ce qu'on appelle l'optimisation topologique. Clairement, la conception va changer dans les prochaines années. On va avoir des pièces qui vont être de plus en plus complexes qu'on ne va pas savoir faire en fabrication traditionnelle. Donc la FA augmentant en termes d'outils de production, on va naturellement avoir des pièces qui vont aller vers la fabrication additive. Euh, donc c'est vrai que si vous avez l'opportunité de pouvoir faire de l'optimisation topologique au sein de votre entreprise ou avoir des formations d'optimisation topologique, que derrière vous faites aussi des formations autour de la fabrication additive, clairement là vous êtes quelqu'un qui va être euh, euh, très intéressant pour tous les industriels français. Par rapport aux enjeux de QHSE, actuellement, l'enjeu principal, c'est l'utilisation des moyens et les pièces produites. Donc, il y a des solvants, il y a des nanoparticules, il y a des pièces qui vieillissent, il y a des relargages de composants. Donc, c'est vrai que là, je dirais jusque-là, on était dans un monde où on était plus sur du proto. Là, on est de plus en plus vers du produit grand public en fabrication additive et il y a des métiers autour du QHSE, de la fabrication additive, qui vont se mettre en place avec des connaissances particulières sur les procédés de fabrication. Euh, donc, euh, donc, c'est pareil. Si vous êtes quelqu'un qui vous occupez d'hygiène et de sécurité, penchez-vous sur la fabrication additive. Je pense que d'ici peu de temps, vous allez avoir une belle place, ne serait-ce qu'auprès des assureurs qui à l'heure actuelle assurent des activités où ils savent pas vraiment ce qui se passe par rapport à la fabrication additive. Donc, à partir du moment où ils vont avoir besoin d'experts pour pouvoir auditer des entreprises par rapport à HSE, ce sera bienvenu pour vous. L'environnement. L'environnement, clairement, enfin la fabrication additive, on parlait en 98 dans une conférence que j'avais été voir au SACIL Prototypage Rapide de la personnalisation de masse. Donc ça, c'était en 98, et 20 ans plus tard, on y est. Donc on fait des pièces à la demande. Et ce qu'on voit poindre, c'est des pièces qui sont fabriquées directement en FA. Parce que à l'heure actuelle, le monde où on fabrique des pièces on dessine les pièces en Europe, on les fabrique en Asie, on les achemine en Europe, on les stocke en Europe et on les livre sur le continent américain, ça marche plus ça pour la planète. Donc entre la pluie enfin voilà, par rapport aux enjeux environnementaux, la pluie d'événements climatiques étonnants qui arrivent à l'heure actuelle, on s'aperçoit que oui, on est en train de perturber le climat et, on peut plus se permettre de dépenser autant de carbone pour faire des pièces et pour acheminer les pièces qu'on pouvait le faire jusqu'à maintenant. Donc l'environnement est un gros secteur porteur de la fabrication additive. Ce qu'on peut voir autour de la FA, c'est qu'on a aussi du collaboratif qui se met en place. On a des machines qui sont connectées en réseau et des pôles de production qui sont en train de se mettre en place. Les industriels, par réalisme économique, ils sont en train de créer des pôles avec des machines qui sont possibles d'utilisation en interne et en externe. Donc ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir, on ne pouvait même pas imaginer il y a 10 ans en arrière sur d'autres moyens de production. Et donc là, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître. Et puis, ce qu'on peut voir par rapport à la supply chain, c'est que donc je parlais de l'acheminement des pièces à travers tous les continents. Actuellement, donc là c'est quelque chose que je connais bien puisque BIELS on est un logiciel qui permet de produire juste, c'est-à-dire de faire entrer le manufacturing dans le monde digital. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'heure actuelle les industriels ne veulent plus faire de stock. Ils veulent euh, on va dire, avoir des pièces en juste à temps, sans avoir besoin de les stocker. Euh, Clairement, avec la fabrication additive et cloud manufacturing, on bâtit un monde où on fait du produire juste, où on croise le digital avec la matière. Euh, et à l'heure actuelle,
je dirais, c'est la digitalisation de la fabrication, ça va être clairement l'avenir pour moi, ça va être l'avenir de la fabrication. Ça va pas tuer les autres métiers, hein, de décolletage par exemple, ou de fonderie ou tout ça. Mais si on veut gagner du temps et de l'argent, c'est en passant par des solutions de cloud manufacturing, en supprimant les stocks qu'on peut y arriver. Et des grands acteurs de logistique l'ont bien compris, hein. Il y a des acteurs logistiques mondiaux qui font des conférences à l'heure actuelle sur le fait que leur métier de déplacer des pièces d'un point A à un point B, il est en train de complètement évoluer et que bientôt, ça sera eux qui fabriqueront les pièces sur des machines de fabrication additive à l'endroit où on en aura besoin. Et puis, je dirais pour vous former, le mieux c'est effectivement de choisir son cursus, de faire des stages. Rappelez-vous de l'informatique il y a quelques décennies en arrière, hein. Ceux qui se sont formés à l'informatique il y a quelques décennies en arrière, ont trouvé très facilement des jobs. Et la fabrication additive, on est clairement sur la même dynamique. Donc formez-vous, c'est tout ce que je peux dire. C'est un très bon emploi, enfin un tremplin pour trouver un emploi, pour changer de parcours. Donc sachant que tout le parcours que vous avez fait auparavant, ça sera enrichi par la fabrication additive de toute manière. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Donc pour retrouver en replay ce webinaire, vous pouvez le voir sur f3df-elearning.com sur la chaîne YouTube et vous pouvez partager vos idées sur la plateforme de e-learning. Donc voilà, et maintenant on va passer à la série de questions. Donc j'attends vos questions et on va pouvoir continuer où là vous allez être vous-même acteur de, de cette partie du webinaire. On pourrait revenir sur la slide sur la répartition, parce que Oui. tu l'as évoqué, mais pour qu'on puisse refaire une vue d'ensemble. Oui, alors il faut que je retourne en arrière. Voilà. Donc la répartition, c'est 30% de conception, 20% de R&D, 20% de conduite de machine, 25% de commercial et 5% d'autres. Voilà un petit peu, sachant que bon tout ça c'est des chiffres qui bougent, hein, ça dépend par quel prisme on le regarde aussi. Ça peut être on peut le prendre par le prisme pièce prototype, pièce vendue. Enfin, ça peut être avec plein de prismes différents. Toujours est-il que la répartition, globalement, quand on regarde les annonces, on est vraiment sur soit du commercial pour vendre des machines, soit de la conception, soit de la conduite de machines. Les métiers autres, en fait, ils apparaissent très peu dans les annonces. Ils existent. Moi, je suis en contact avec ces métiers-là, mais c'est vrai que dans les annonces, c'est pas ça qui est le plus flagrant. Voilà. Alors, on avait aussi une question qui a été envoyée par mail. La personne n'a pas pu participer au Classroom. C'était sur aujourd'hui, on a des offres qui sont proposées sur les sites. Comme tu l'évoquais, ce sont des offres sur des grands groupes. Oui. On a des personnes qui cherchent à travailler plus au niveau local et pas avoir une mobilité sur tout le territoire. Oui. Aujourd'hui, comment solliciter des structures? On a une problématique qui est évoquée. Je crois qu'il y avait un partenaire IM Digital qui évoquait le fait que trouver des candidats, c'était compliqué. Et de l'autre côté, des candidats qui ne trouvent pas forcément les entreprises qui recrutent. C'est pas forcément un marché direct. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, de ce que je vois des annonces qui passent, c'est que souvent les entreprises n'ont pas encore, enfin, en fait, ils chassent des black belts, donc ils chassent des personnes qui sont déjà en poste ou qui veulent changer de poste. C'est-à-dire que là, moi dernièrement, on m'a sollicité en me disant, bah voilà, si jamais je trouve une personne
connaît la stérolithographie et qui maîtrise Magix. Donc Materialize Magix, c'est un logiciel qui permet de faire de la manipulation de fichiers STL. Bah, nous, on est demandeur. Bah, clairement, quelqu'un qui a une formation de fabrication additive, qui vient d'un autre cursus, même mécanique, même d'ingénieur, qui s'est formé à la fabrication additive, il ne pourra pas correspondre à cette annonce. Il n'aura pas les connaissances de la stéréolithographie et il n'aura pas les connaissances du logiciel Magix sur sa dernière version. Donc, en gros, on est toujours on veut embaucher quelqu'un de 25 ans qui a 20 ans d'expérience. On est toujours dans ce phénomène-là aussi sur la fabrication additive. Il n'y a pas de raison que ça change par rapport au recrutement. C'est vrai que c'est complexe. Du coup, de l'autre côté, il y a des personnes qui ont fait des cursus de fabrication additive, qui sont formées de manière générale sur la fabrication additive, et de par leur connaissance générale, sont plus à même de pourvoir des postes qui seront non opérationnels, c'est-à-dire d'achat ou de vente de fabrication additive, plutôt que d'être véritablement sur le moyen de production. Sur le moyen de production, c'est vrai que ce qui est demandé par les entreprises, c'est d'avoir quelqu'un qui est efficace sur une technologie, voire une machine donnée. Et ça, c'est quand même pas le plus évident. Euh, c'est pas le plus évident. Donc il y a effectivement un décalage entre la demande des industriels et puis l'offre euh, des personnes qui se trouvent maintenant sur le marché qui ont fait des cursus de FA. Parce que d'un côté, on demande beaucoup de qualifications, et de l'autre côté, on demande qu'à rentrer dans les entreprises pour continuer à se qualifier. Et des fois, c'est pas entendu. Mais en tout cas, la réalité va faire que de plus en plus des personnes qui ont un cursus de formation de fabrication additive, du fait de la raréfaction des black belts, vont fatalement trouver un emploi. Pour moi, c'est d'une évidence rare. Ok, merci. Yannick, on avait aussi des questions qui étaient posées. Alors, on peut peut-être faire le lien entre plusieurs questions. Savoir si aujourd'hui, étant donné que les offres sont pas forcément directes, de fait de se mettre à son compte, c'est peut-être une solution. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pertinent? Donc voilà une question de Pierre sur ce point-là. Est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à ça? Alors, se mettre à son compte, c'est pertinent quand on fait de la fabrication additive, je dirais, de niche. C'est-à-dire, faut pas être dans le flux de faire des pièces en dépose de fil en PLA, parce que je dirais là, il y a pléthore d'offres, voire il y a des étudiants qui ont des machines dans leur chambre. Ça, c'est pas bon d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, euh, je dirais, il y a monter une activité de fabrication additive sur du générique, sur du général, c'est complexe. Par contre, si on fait de la fabrication additive sur un produit de niche, sur un matériau de niche par exemple, on dit bah voilà, moi je me spécialise dans un matériau comme qui est rare parce que il vient juste d'être développé ou il est complexe à mettre en œuvre. Et puis un produit qui est demandé par l'industrie, là il y a un gros intérêt de développer, de démarrer une activité de fabrication additive. Moi je connais quelqu'un qui est passé par la formation F3DF, qui a réussi à mettre au point un matériau très demandé par l'industrie et clairement créer son activité. C'est quelque chose qui est complètement naturel parce qu'il va avoir un flux d'entrée important par rapport à la rareté de ce matériau. Je veux dire, en France, voire en Europe, il va être le seul. Des cas comme ça, il n'y en a pas tant non plus. Ça dépend vraiment du marché. Je connais une autre personne qui a développé une activité sur un département d'outre-mer où bah, lui c'est pareil, il est sur une activité insulaire où bah, clairement il n'y a pas de concurrence. Donc là oui, il y a de la pertinence à avoir une activité de fabrication additive.
Mais il faut vraiment se différencier, il faut vraiment avoir un produit différencié. Sinon, je dirais, ça peut vraiment être complexe et très rapidement on peut passer à côté de ce qu'on croit être un bon secteur d'activité et en fin de compte se retrouver noyé dans la masse et pas avoir de pertinence. Ok, merci. J'avais aussi une réflexion lors d'un échange avec des participants du salon 3D Print qui avait lieu à Lyon. C'est un Oui. salon incontournable et c'est la première année, je crois, que les exposants affichaient des offres d'emploi sur leur stand. Alors qu'effectivement, ce sont des offres qui n'apparaissaient pas sur les sites d'emploi généralistes ou même spécialistes. Comment tu expliques un peu ce phénomène? Euh, je dirais, ça me paraît un peu normal. En fait, à l'heure actuelle, il y a plein d'endroits où on peut trouver des offres d'emploi. Euh, Comment faire pour rendre une offre d'emploi visible? Sinon, le mettre à l'emplacement où toutes les personnes qui vont venir sont, euh, comment sont en tout cas intéressés à la fabrication additive. Donc il y a fatalement des utilisateurs, il va y avoir des industriels effectivement, mais aussi des personnes qui sont en veille ou qui ont fait des formations et qui viennent sur ce salon pour continuer à regarder et disent bah oui pourquoi pas aller vers cette offre d'emploi. En gros, le salon de la boulangerie c'est le meilleur endroit pour recruter des boulangers. Donc le salon de la fabrication additive, il y ait des offres qui soient affichées, oui, j'entends. Et ça veut dire aussi quelque chose, ça veut dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a euh, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas vraiment de site où on peut euh, avoir toutes les offres de fabrication, enfin, d'emploi de fabrication additive qui sont répertoriées. Il y en a vraiment partout. Il y en a dans l'usine nouvelle, il y en a sur, sur 3D Native, il y en a sur plein d'autres médias. Et c'est clair que le fait de le mettre au salon 3D Print, il y a un gros avantage. C'est pareil au salon du Bourget. Moi, je connais des personnes qui sont allées au salon du Bourget avec des CV pour trouver un job en fabrication additive. Ça a posé aucun problème. Donc, parce que c'est un endroit au salon du Bourget, l'aéronautique, c'est le fer de lance de la fabrication additive. Donc clairement, oui, c'est des spots où on peut trouver une entente entre ceux qui cherchent et ceux qui offrent. Alors là, j'ai une question. Vous avez parlé des clients entreprises. Qu'en est-il des clients particuliers ou applications loisirs? Je dirais, on sort du métier enfin, on sort du métier. Moi, quand je parle de métier émergent, c'est vraiment pour en faire son job, pour gagner des sous avec. Donc les clients particuliers, je dirais pour l'instant, il y a eu une bulle importante il y a 5 ans en arrière où on pensait que tout le monde allait avoir des machines de fabrication additive, que tous les particuliers allaient pouvoir concevoir des produits et les mettre en fabrication. Ils savaient que c'est plus complexe que ça. Faire la conception, c'est un vrai métier. Donc ces particuliers, quand ils veulent avoir des pièces, ils se rapprochent de services bureaux type Sculteo ou Immaterialize ou des services bureaux de ce type-là, qui sont en partie orientés vers les clients particuliers pour avoir des pièces. Les applications loisirs, je dirais, là, il y a, je dirais, celui qui fait de la maquette, qui faisait de la maquette d'avion il y a 20 ans en arrière en ayant son tour et sa fraiseuse. À l'heure actuelle, il a acheté tous ceux que je connais, ils ont acheté des petites machines de fabrication additive et ils font des applications loisirs de ce type-là, donc pour refaire des pièces pour, par ces nouveaux moyens de production. Alors une dernière, enfin peut-être une question complémentaire Ouais. qu'on a reçue par mail, une personne qui est sortie de formation et qui du coup se posait la question euh,
par rapport aux candidatures spontanées. Aujourd'hui, on a le ressenti que beaucoup d'entreprises dans différents secteurs veulent aller vers la fabrication additive. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont essayer de sourcer plutôt en interne et trouver un référent quitte à le monter en compétences, ou les candidats externes peuvent être aussi une piste pour eux. Voilà, la question était vraiment, est-ce que déposer un CV sur une entreprise qui n'a pas explicitement montré un intérêt d'embauche, mais qui est dans un secteur qui pourrait être intéressé par la fabrication additive, est-ce que ça vaut le coup? Ça peut valoir le coup. C'est en règle générale quand même les entreprises essayent alors en plus ça se fait, c'est assez marrant, ça se fait en glissement. C'est-à-dire que comment ça se passe de plusieurs entreprises que je suis, de clients que je peux suivre. Euh, il y a une entreprise qui s'intéresse à la fabrication additive. À un moment donné, ils font le choix, par exemple, de se faire accompagner ou de se lancer directement. Des fois, ils se font accompagner, mais des fois, ils se lancent directement. Ils achètent une machine. Et là, les RH recrutent quelqu'un en interne qui a une machine chez lui. C'était un petit peu comme l'informatique il y a 40 ans en arrière, hein. C'est à peu près le même cursus. Cette personne-là, généralement, au début, elle est en temps partiel sur la fabrication additive, c'est-à-dire qu'elle continue à avoir son emploi quelconque, hein. Ça peut être vraiment quelqu'un qui est à l'atelier, quelqu'un qui est au bureau d'études. Il y a tous les profils. Pour le coup, il y a tous les profils. Mais en tout cas, quelqu'un qui a plutôt une machine chez lui, qui va être à temps partiel sur la machine de l'entreprise. Donc au début c'est 20%, après 30%, 50%, et puis au bout d'un moment ça devient un temps plein. Et puis au bout d'un moment il devient chef d'équipe. Donc en règle générale on est plutôt sur du recrutement interne et sur un effet de biseau entre un poste qu'a cette personne et puis le nouveau poste qui arrive sur la fabrication additive. Je dirais ça, c'est sur les entreprises qui ont un certain nombre de personnes où il y a voilà, on peut se permettre de faire shifter une personne d'un emploi à un autre. Après, quand c'est dans des entreprises plus petites, bah oui, il peut y avoir l'intérêt de récupérer quelqu'un de l'extérieur, de recruter à l'extérieur sur la fab additive. Ça peut être intéressant. J'ai eu des exemples. Après, le, ce qui est complexe, en fait, c'est par rapport à la candidature spontanée, comment on fait pour chasser la boîte qui est intéressée. Là, moi, je vois en 3 ans, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des petites machines en interne pour faire de l'AFA sur des posages, sur des choses comme ça. Et c'est vrai que faut taper l'entreprise qui a envie, mais qui n'a pas encore sauté le pas. Et l'identification de ces entreprises-là, c'est quand même pas simple. C'est pas simple et personnellement, j'ai pas le filtre par rapport à ça. Je vois pas comment on peut faire. Alors, on a une question qui a été posée également sur le chat, savoir si la maîtrise de l'anglais aujourd'hui est un critère décisif pour intégrer un job dans la fabrication additive. C'est un plus. C'est un plus, ça permet de correspondre avec les équipes de développement qui sont en Allemagne, par exemple, ou aux États-Unis. C'est un plus pour la maintenance, pouvoir expliquer ce qui se passe. Euh, je dirais, c'est un plus quand on est sur des gros moyens de production. Ouais, c'est un avantage. Ensuite, quand on travaille dans une entreprise pour des besoins internes, en gros, non, il n'y a pas, il y a pas d'intérêt sur des petites machines, je dirais, où il n'y a pas de maintenance à faire, pas de choses comme ça. Il y a pas d'intérêt particulier. En règle générale, maîtriser l'anglais dans le technique, c'est quand même un avantage. C'est quand même un avantage. A priori, on n'a plus de questions, en tout cas sur la partie chat de notre côté. Eh ben super. On arrête la session? Je propose de finir la session. Je vous remercie pour avoir suivi ce webinaire.
un peu plus long que prévu, parce que bon, c'était un peu plus compliqué que ce qui était imaginé au départ. Euh, donc, bah, je vous dis à bientôt pour d'autres sujets à traiter autour de la fabrication additive. Très bonne journée. Au revoir.